Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Claude Grinitzky. M. Claude Grinitzky est fondateur de True Africa. M. Claude Grinitzky, qu'est-ce que ça veut dire True Africa pour les Sénégalais qui ne connaissent pas? Alors voilà une question directe. C'est en fait la recherche de la vérité. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformation dans les médias et essentiellement aussi dans nos médias africains et beaucoup d'intox. Et la réalité, c'est que sur ce site web qui est trueafrica.co, on essaie de rassembler, de fédérer des talents de toute l'Afrique et de la diaspora pour exprimer un point de vue sur ce que devient vraiment l'Afrique et pas sur ce que les médias veulent qu'on croit qu'est le devenir de l'Afrique. Vous avez créé une chaîne qui s'appelait Trace TV. Qui s'appelle Trace. Qui s'appelle Trace TV, oui. Qui a eu beaucoup de succès en Afrique, un peu partout. C'est une chaîne diversifiée avec beaucoup de déclinaisons. Est-ce que True Africa, c'est dans ce sens-là? Non, c'est en fait, quand j'ai créé Trace, déjà j'avais 24-25 ans. Donc j'étais complètement porté par les valeurs du hip-hop. J'étais obsédé par les cultures urbaines. Donc ça, c'était déjà en version magazine. Et ensuite, je me suis associé à un Américain et un Antillais pour développer la chaîne télé. Et c'était vraiment une manière d'exprimer ce qui se passait dans les métropoles, mais du point de vue de la musique et des arts qui étaient dérivés de la musique hip-hop. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout aussi obsédé par le hip-hop et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que les jeunes d'Afrique vont devenir et ce qui les porte sur leur créativité, sur leur désir d'entreprendre, sur leur manière d'innover et d'imaginer l'Afrique de demain. Donc mes priorités ont changé parce que mes centres d'intérêt aussi ont changé. Pourquoi le choix d'Internet? Internet, en fait, est le média d'avenir. En fait, c'est la manière dont les jeunes consomment aujourd'hui l'information. Je me souviens qu'avant, à l'époque même où on lançait la chaîne Trace, on se réunissait encore devant une chaîne, devant une télévision, et on était en groupe, entre amis, etc. On attendait que le clip passe ou que l'émission passe. Aujourd'hui, avec l'instantanéité de la transmission de l'information, les jeunes veulent tout en temps réel. Donc le fait de pouvoir télécharger du contenu, malgré les problèmes de connectivité qu'on connaît ici en Afrique, pour moi c'est ça le vrai défi. Donc nous, ça nous force aussi à être plus réactifs, puisque c'est immédiat et qu'ils veulent tout de suite. Nous devons produire des contenus qu'ils pourront télécharger tout de suite. Justement, est-ce que le frein à votre projet n'est pas qu'en Afrique aujourd'hui, il y a un problème de connectivité qui se pose, d'accès à Internet, que beaucoup de jeunes Africains n'ont pas été pris à l'école pour avoir accès à Internet facilement, pour comprendre, lire? Oui, ça c'est un énorme problème. Déjà, il y a non seulement le problème de la connectivité et de la difficulté d'accéder à Internet, mais il y a un deuxième problème qui, à mon avis, est encore plus important, c'est le coût d'Internet, c'est le coût des données. Donc je sais qu'il y a des Africains dans les métropoles, les grandes métropoles que sont Dakar, dans les métropoles que sont Lomé, Cotonou, Abidjan, etc., qui dépensent jusqu'à 20% de leurs revenus mensuels sur la communication. Et ça comprend Internet. Pour moi, c'est inadmissible. Donc le coût doit baisser et la connectivité doit être améliorée. En réalité, je pense que ça, c'est quelque chose qui va se passer dans les 5-10 prochaines années, parce qu'il en va même de la compétitivité de l'Afrique. Si les Africains veulent être compétitifs dans ce monde globalisé, où tout se passe immédiatement et les flux sont instantanés, il va falloir régler ce problème d'Internet. Vous êtes parti de la métropole en France, New York, beaucoup d'autres pays pour vous lancer dans Trace TV, aujourd'hui True Africa. Beaucoup vous présentent comme modèle de réussite. Pour les jeunes Africains qui vous regardent, comment faut-il faire dans ces genre de situations pour s'en sortir? En fait, c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment faire pour s'en sortir? Parce que c'est vrai que je l'ai vécu moi-même. En réalité, il faut savoir que ça va durer toujours beaucoup plus longtemps. Donc la phase d'apprentissage, donc la courbe même qui permet de maîtriser un sujet et de devenir expert dans un domaine, dans mon cas, c'était les médias et la communication. Ça prend du temps. Certains jeunes aujourd'hui s'imaginent que ça va se faire en 1 ou 2 ans. Moi, en fait, quand j'ai créé Trace donc, en 1996, j'ai mis 7 ans avant d'émerger. C'est seulement à partir de 2003 qu'on a commencé à avoir des financements suffisants pour développer à l'échelle mondiale. Mais avant ça, puisqu'on finançait sur fonds propres et que je finançais sur les revenus publicitaires, on vivotait en permanence. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent se dire que ça peut prendre 7, 8, 9, 10 ans jusqu'à ce qu'ils puissent émerger et avoir une entreprise qui est réellement rentable. Surtout dans des domaines aussi compétitifs que sont les médias et la communication. Donc le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'être patient. Je sais qu'aujourd'hui on veut tout de suite et qu'on s'imagine que les gens qui ont réussi, en fait, ont réussi immédiatement parce qu'ils avaient tel ou tel contact, tel ou tel lien avec tel ou tel dirigeant.
Mais en réalité, ceux qui ont réussi, ceux que moi je connais, je me mets dans cette catégorie-là, c'est ceux qui ont beaucoup travaillé et qui ont su être patients et qui ont su s'entourer pour se dire aussi que finalement, c'était un projet à long terme et pas juste une manière de vouloir vite gagner de l'argent parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres manières de survivre. Et pour cela, il faut de la persévérance et avoir aussi des moyens derrière pour tout ça s'en sortir. Vous pouvez avoir les plus belles idées du monde, si vous n'avez pas les moyens de les matérialiser, c'est le problème. Oui, mais la persévérance, absolument, il faut en parler parce que c'est essentiel. C'est le b à bas même de l'entrepreneuriat, avec la prise de risque. Mais en fait, quand on dit qu'il faut des moyens, les moyens, il faut les trouver. Moi, je suis parti de rien. Je n'avais aucun financier, je n'avais aucun investisseur, aucun bailleur de fonds qui m'avait accompagné au départ. En réalité, j'ai dû me mettre en situation de trouver ces moyens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut aller aborder les gens. Moi, j'allais voir des gens que je ne connaissais ni d'Adam. J'allais les aborder dans des colloques, dans des conférences. J'allais les supplier de me donner leur carte de visite. Je leur envoyais des mails, ils ne me répondaient jamais. Et voilà, après, c'est la loi du nombre. Les Américains disent souvent « the magic number is one ». Il suffit qu'une personne croit en toi et en ton projet, et après, c'est parti. Moi, j'ai galéré comme ça pendant des années, mais c'est une banque d'affaires, grâce à mon associé Richard Weiner, qui est américain, qui m'a accompagné. Il se trouve que c'est la meilleure et la plus connue des banques d'affaires au monde. C'est la banque Goldman Sachs qui a financé cette entreprise que j'avais créée. Mais en réalité, c'est parce que j'avais énormément souffert de beaucoup d'échecs auparavant. Mais en fait, cette souffrance nous endurcit et à chaque fois, il faut tirer les leçons des échecs précédents. Et essayer toujours de trouver une manière un peu plus habile, un peu plus intelligente, un peu plus précise de travailler. Et au fur et à mesure qu'on aborde cette courbe d'apprentissage, on trouve des solutions. Et au moment où on se présente à l'investisseur, ou au partenaire, ou au sponsor, ou à l'annonceur, on est plus sûr de soi et on a plus de chances de réussir.
derrière cette réussite, il y a quand même une formation, une éducation. Aujourd'hui, les jeunes Africains, la plupart d'entre eux ont des problèmes de formation. L'éducation pose problème en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour régler ces problèmes? Oui, mais il y a le problème de la formation qui est absolument essentiel, mais la formation africaine est souvent mal adaptée aux besoins du terrain. C'est vrai que les jeunes me disent oui, oui, vous pouvez parler parce que vous êtes diplômé des meilleures universités du monde, mais moi, ce n'est pas ces diplômes-là qui m'ont permis d'aller voir les investisseurs ou qui m'ont permis d'aller aborder des annonceurs dans la rue ou après une conférence ou quoi que ce soit. C'est juste une habileté, une intelligence émotionnelle qui permet de saisir les opportunités. Moi, certains des commerçants et des entrepreneurs les plus doués que je connaisse en Afrique sont des gens qui n'ont jamais fait d'études. Et les études que les jeunes Africains font, que ce soit les études de sociologie, de lettres modernes, etc., c'est vrai que c'est important pour le développement et l'éveil, mais en réalité, je trouve que ces études sont mal adaptées aux besoins du terrain. Les lycées professionnels sont dévalorisés aujourd'hui. Pourquoi? Alors que l'Afrique a besoin de gens qui savent travailler avec leurs mains. On valorise, surtout dans nos pays francophones, ceux qui ont fait des études, qui ont été Bac plus 5, etc. Mais moi, je connais beaucoup de Bac plus 5 dans des villes comme Dakar ou Abidjan ou Lomé qui sont chauffeurs de taxi ou qui sont chauffeurs de moto-taxi. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris que le monde avait changé et que la voie dans laquelle on les avait poussés avec cette formation n'était plus adaptée à ce monde moderne. Donc aujourd'hui en Afrique, il faut changer de paradigme, mettre l'accent sur la formation professionnelle, permettre aux jeunes Africains de travailler avec leurs mains pour s'en sortir et développer l'ingéniosité. Absolument, et ce n'est pas tout le monde qui doit être bachelier. Parce que je sais que ceux qui n'ont pas le bac, par exemple, sont considérés comme en situation d'échec. Mais il y a certaines personnes qui ont un talent extraordinaire pour la cuisine. Il y a certaines personnes qui connaissent l'art de la botanique de manière tout à fait innée et instinctive. Mais pourquoi ne pas les encourager à entreprendre dans ces domaines-là?
Est-ce que tout le monde doit aspirer à travailler dans un bureau climatisé et se dire appartenir aux classes moyennes, c'est vraiment avoir un chauffeur, etc., et avoir un salaire en fin de mois? Non, je pense qu'il faut aussi imaginer de nouveaux métiers qui mettent en valeur le savoir-faire ancestral de l'Afrique et des Africains et miser sur l'innovation dans ces domaines-là. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut aussi trouver une manière de distribuer, de faire valoir ces compétences en profitant des opportunités offertes par Internet pour justement exporter le savoir-faire de l'Afrique vers le reste de l'Afrique et aussi vers les autres continents. Mais le discours qu'on entend à travers le monde, c'est le temps de l'Afrique c'est la nouvelle zone de croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un discours un peu qui endorme les Africains? C'est un discours qui est difficile à digérer pour certains jeunes Africains ou même moins jeunes Africains parce qu'ils se rendent compte que la réalité sur le terrain est complètement différente de ce qu'ils lisent ou de ce qu'ils voient à la télévision. Mais en réalité, on ne peut pas négliger ou nier le fait que le vivier démographique de l'Afrique est vraiment très très important. Le potentiel de ces jeunes, de ces 60% de jeunes Africains qui ont moins de 24 ans, qui représentent, on va dire, à peu près 60% de la population de toute l'Afrique. Et on ne peut pas nier le fait que ce sont ces gens-là qui vont construire l'Afrique de demain. Et le fait que certaines grandes entreprises occidentales n'arrivent plus à trouver de croissance dans leur pays, il leur faut des relais de croissance. Et naturellement, s'il y a une vraie classe moyenne qui émerge en Afrique, ce sont ces gens-là qui vont consommer ces produits qui sont importés vers l'Afrique. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut aussi créer sur place et trouver et se donner les moyens de créer des entreprises africaines qui créent pour les marchés d'Afrique, plutôt que d'aller au port et de voir que les voitures sont importées, de voir que les produits laitiers sont importés, de voir que les fruits et légumes sont importés, alors que ce sont des choses qu'on a déjà ici sur le territoire et qu'il faudrait juste trouver un moyen de transformer sur place et de nourrir ces classes moyennes qui justement sont en train de créer un formidable vivier pour les entreprises qui ont déjà senti ça, que ce soit en Inde, que ce soit en Turquie, que ce soit évidemment en Chine. Les Américains et les Européens, ça fait longtemps qu'ils sont sur place, ils savent qu'effectivement, ces jeunes Africains sont le marché de demain. Mais c'est ça l'inquiétude de beaucoup de jeunes Africains, qu'aujourd'hui, que les entreprises étrangères viennent s'installer en Afrique, qu'il n'y a pas de plus-value en Afrique, que tout soit produit sans être transformé en Afrique, exporté, que ça revienne en Afrique sous forme de produits manufacturés, et c'est des emplois qui sont exportés. Les emplois sont exportés, mais c'est parce qu'il y a une défaillance au niveau de la logique entrepreneuriale dans nos pays. Pourquoi ne pas créer des industries africaines ?
Pourquoi est-ce que l'État ne favoriserait pas des partenariats publics-privés qui mettraient en avant les entrepreneurs d'Afrique qui ont des idées, quitte à trouver des fonds en Turquie, quitte à trouver des fonds en Inde ou dans d'autres pays ou dans d'autres continents, pour créer des industries qui vont pouvoir satisfaire les besoins locaux. Je suis à chaque fois, je parle même du textile. C'est tellement évident qu'on doit avoir des industries textiles dans nos pays, mais souvent, même le wax qu'on a, par exemple, dans un pays comme le mien au Togo, ça c'est made in China, alors qu'avant c'était made in Pays-Bas, in Netherlands. Donc c'est absolument anormal qu'en 2015, on en soit encore là. Alors ça paraît tellement évident, mais le problème c'est que les entrepreneurs auxquels je donne ces idées, ou qui eux-mêmes ont ces idées, se disent toujours qu'il y a beaucoup d'obstacles et qu'il est impossible de trouver les financements, impossible de trouver les partenariats. Et moi je refuse de croire ça, parce que le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Mais justement, est-ce que ce n'est pas la faute des dirigeants africains d'avoir bien pas des conditions qui permettent à ces entrepreneurs, à ces pays africains de se développer? Oui, on rejette toujours la faute sur les dirigeants, et je sais que c'est très facile et très à la mode de faire ça, mais en réalité, il faut dire que effectivement l'action publique a été en échec dans beaucoup de pays depuis longtemps, mais on ne peut pas juste compter sur l'État pour tout. Ce ne sont pas les dirigeants qui vont nous créer toutes nos opportunités. Les Africains eux-mêmes doivent se réveiller et se rendre compte que voilà, qu'ils ne peuvent plus attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, et que c'est à eux de créer les conditions de leur croissance. Après, on me dit que c'est difficile de créer une entreprise, que la fiscalité est vraiment prohibitive, etc., etc. On me trouve toujours les excuses qui empêchent d'entreprendre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut se dire, si j'arrive pas à le faire dans ce contexte-là, dans quel autre contexte puis-je m'incruster pour trouver les conditions de croissance pour que mon entreprise crée des emplois localement et arrive à exporter. C'est surtout comme ça qu'il faut réfléchir. Mais la vision que moi je vois dans nos pays n'est pas toujours une vision à long terme. C'est du court-termisme et les échecs sont toujours rejetés sur l'action du gouvernement parce que c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres et en général c'est la faute du gouvernement ou des autorités. Vous êtes dans le monde d'Internet, donc le monde de contenu. Le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de gouvernance mondiale de la communication internationale. Parce que ce qui se passe en Afrique nous vient d'abord des occidentaux. Est-ce que ce n'est pas une sorte de colonisation des esprits des jeunes Africains qui consomment plus l'extérieur que ce qui vient de leur propre culture? Non, mais c'est pas nouveau, mais moi je trouve que les choses sont en train de changer. Avant, les chaînes de télévision qui étaient peut-être locales, en fait, il faut dire que l'esprit était complètement importé. Il y avait même une approche néo-colonialiste quand j'étais jeune, moi, à Lomé. Je voyais certaines choses qui n'avaient pas lieu d'être diffusées sur les radios et sur les ondes africaines. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des champions du numérique, que sont Google, que sont Facebook, voilà, qui sont extrêmement agiles et présents.
sur nos territoires et les jeunes africains consomment ces produits. Ils sont tout le temps sur WhatsApp, ils sont sur Viber, ils sont sur Facebook, mais ce n'est pas la plateforme le problème. Pour moi, le vrai problème, c'est le contenu qui est diffusé sur ces plateformes. Ça ne me dérange pas que ce soit Google qui contrôle l'information à partir du moment où le contenu est adapté aux réalités et aux besoins de la jeunesse africaine. C'est pour ça que j'ai créé True Africa, parce que je me rendais compte que les narratives et les histoires africaines n'étaient jamais produites par les Africains. C'était en général toujours les Occidentaux qui venaient nous dire ce qui se passait en Afrique. Je connais plusieurs journalistes qui sont même des amis, mais qui viennent faire des reportages, ils passent 3 jours sur place, ils peuvent venir à Dakar, ils vont à l'hôtel, ils font 4-5 entretiens avec les personnes et ils nous produisent un papier de 5 pages sur Dakar. Parce qu'ils ont rencontré quelques personnes qui étaient dans l'action. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut aussi mettre en avant et donner la parole à ceux qui sont nés à Dakar, qui connaissent Dakar, qui ont vu l'évolution de la ville de Dakar. Pourquoi est-ce que la métropole est en train de s'étendre? Qui sont les vrais influenceurs? Qui sont les personnes qui font bouger les lignes? Qui sont les leaders d'opinion? Et donc, à partir de là, si on donne la parole aux jeunes Africains, on va créer des médias made in Africa. Et ce n'est pas grave si les plateformes sont étrangères. L'essentiel, c'est que les jeunes Africains puissent consommer de l'information produite localement et qui puisse être accessible à l'intégralité du continent. Dans le domaine du cinéma, on a vu que le Nigeria quand même a fait beaucoup d'efforts avec Hollywood, qui fait qu'aujourd'hui le numérique a été une capacité extraordinaire de production. Mais là, il y a des crises qui commencent à affecter ce cinéma-là aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le modèle qui est limité? Le modèle n'est pas limité, pas du tout, parce que déjà, le vivier des 180 millions d'habitants au Nigeria est absolument énorme. Et ça, c'est juste le Nigeria. Après, Hollywood s'exporte